Bien, bonjour à tous. Je suis Eric Leven, je suis journaliste pour Archimag, un magazine professionnel. Écoutez, bienvenue ce matin avec nous pour répondre à cette question. Vous avez vu à l'entrée, vous êtes inscrit. Donc, quelle solution pour archiver et pérenniser 1 milliard de documents? Alors, pour répondre à cette question, ou tenter d'y répondre, 3 speakers autour de moi ce matin. Dominique L'Hôpital, Jonathan Laloum, qui est directeur du développement, là j'ai bon, de DataOne, qui est une filiale du groupe Diffusion Plus. Diffusion Plus, et Hervé Ziegler, qui est donc directeur commercial. C'est ça, de DataOne. De DataOne. Ok, bon, j'ai bon dans les deux cas sur 3. Alors, on va parler ce matin d'archivage électronique. Alors, c'est un sujet qui n'est pas forcément super sexy, on est tous d'accord, mais pour le coup, pour une fois, vous allez voir, ils ont quand même super bien travaillé et ils ont réussi, je trouve, à rendre ce sujet plutôt séduisant, l'archivage électronique, d'autant que l'archivage électronique, c'est quand même une des grandes tendances de l'année 2022, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on digitalise aujourd'hui la relation client dans le privé, on digitalise la relation citoyen dans le public. Bref, dans toutes les sphères, il y a un fort besoin d'archivage. Parce que forcément, avec tous ces flux et ces documents électroniques qu'on échange, qu'on agrège, qu'on entasse, eh bien, les solutions de traçabilité et de sécurité voient cette année leur cote grimper. Parce que ce dont on s'est aperçu chez Archimag, quand on mène des enquêtes, on en fait assez souvent, c'est que si toutes les organisations, et vous tous, c'est votre cas aujourd'hui, vous produisez des documents et des données électroniques, eh bien souvent, derrière, en bout de chaîne, le SAE est manquant. Et donc, voilà, 2022 s'annonce donc comme l'année de la complétion de cette grande chaîne documentaire, de cette grande chaîne de gestion de l'information. Il y a aussi plusieurs facteurs à cela. Alors, j'en ai, à mon sens, il y en a 4 que je retiens. Le premier, c'est pas pour tout de suite, mais c'est le passage à la facture électronique à partir de 2024 en B2B, qui va forcément obliger vos entreprises et vos organisations à archiver des factures. Il y a la version 2 du règlement eIDAS, qui verra la naissance, vous le savez peut-être, des prestataires d'archivage électronique qualifiés dont les activités pourront être reconnues dans toute l'Europe. Donc ça, c'est une deuxième chose. Il y a aussi le boom, depuis 2020, de la signature électronique et de tous ses usages. Là aussi, ça oblige il y a des obligations derrière d'archivage. Il y a la copie fidèle. Et ça, Jonathan et Hervé vous en parleront, et les différentes stratégies des entreprises en matière de zéro papier. Et donc ça, pour être mis en place, la copie fidèle, et ben derrière, faut un archivage électronique, un système d'archivage. Et puis, il y a tous ces besoins, vous savez, en conformité dans les métiers très réglementés comme la banque et l'assurance, où là, sans archivage électronique, ces organisations s'exposent quand même à pas mal de problèmes en cas de litige. Alors, vous le savez peut-être d'ailleurs, par exemple, à compter du 1er avril prochain, je ne sais pas si vous le savez, les courtiers en assurance devront enregistrer, conserver et garantir la traçabilité des communications téléphoniques qui sont intervenues avant la conclusion d'un contrat d'assurance, et ce pendant une période de 2 ans. Donc voilà, à côté de la prise de contact. Donc vous voyez qu'il y a des évolutions réglementaires qui font que le SAE et l'archivage électronique, ça devient un vrai sujet. Mais alors voilà, avant de laisser Dominique, Jonathan et Hervé vous raconter le pourquoi de leur partenariat et vous expliquer comment ils répondent ensemble à ces besoins en archivage, moi je voulais vous proposer un jeu en 4 questions. Alors, il faut que vous preniez votre smartphone ou votre ordi, vous tapez slido, slido.com. Donc je vous invite à le faire tout de suite, comme ça je branche ça. Voilà, donc c'est un jeu en 4 questions avec à gagner une consultation gratuite auprès de toute l'équipe. Alors, l'idée étant de mesurer votre maturité ou vos connaissances, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, sur l'archivage électronique. Alors, normalement, ça doit se lancer. Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez quelque chose sur l'application? C'est slido, slido.com. Et vous rentrez, on vous demande un hashtag, et c'est le hashtag docu, D-O-C-U, et vous allez voir documentation qui va s'afficher quelque part. Alors,
Alors là, je l'ai lancé. Est-ce que vous le voyez? Alors ça se connecte. Voilà, alors là, je vous invite soit à scanner le QR code, soit à aller et à répondre à la question. Donc, GED ou SAE, c'est du pareil au même. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Je vous laisse quelques instants pour répondre. Bon, là, il n'y a qu'une personne qui a voté, c'est moi, donc ça compte pas. On a peu de répondants. Peu de répondants. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Répondre. Bon, en fait, vous connaissez la réponse. Donc, peut-être Dominique ou Jonathan ou Hervé, alors la différence entre un GED et un SAE, c'est quoi exactement pour rappeler à tout le monde? Pour moi, la GED est au service d'un utilisateur, alors que le SAE est au service d'une entreprise. Alors, il y a peut-être aussi des notions d'intégrité, de pérennité. Pour moi, il peut y avoir de l'intégrité dans les deux, en fonction de l'usage du client. Mais autant la GED manipule des documents, pas forcément dans leur version finalisée. C'est pour ça que je parle d'utilisateur. Parlez bien avec le micro. Que le SAE conserve des documents finalisés qui ont une utilité pour l'entreprise. Quelle que soit cette utilité, d'ailleurs, ça peut être des raisons de conformité ou autres. Mais pour moi, la différence est véritablement là. Jonathan ? Oui, cette notion collaborative que tu évoquais, Dominique, et cette notion de statut évolutif. Je pense aussi qu'il y a aussi une notion d'interface d'IHM qui est peut-être plus aboutie sur les applicatifs de GED, à des finalités métiers, à des finalités organisationnelles au sein des entreprises, des back-office notamment. Donc ce sont deux usages et on verra notamment dans les cas clients qu'on va présenter la complémentarité de ces deux outils qui sont absolument indispensables pour atteindre les objectifs que vous évoquiez en introduction. D'accord. Bon, alors là, que des bonnes réponses. Alors la deuxième question. La durée de conservation, elles sont différentes selon que le document est papier ou électronique. Alors là, vous avez tous voté visiblement déjà. Ah peut-être. Ah bah si vous avez tous voté, alors... la question, vous avez répondu faux. Bah effectivement, c'est faux. C'est faux. Alors moi, je peux vous donner la réponse, hein, parce que c'est un article que j'avais déjà écrit il y a quelques temps. Je vais vous donner la bonne réponse. Selon les législations des différents pays de l'Union européenne, les durées de conservation d'un document numérique sont les mêmes que pour leur équivalent papier. Voilà, un document numérique a même une valeur légale sous réserve d'être, entre guillemets, émis et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Et l'intégrité, je vous le rappelle, c'est l'assurance qu'un document numérique n'a pas été modifié, ce qui nécessite la mise en place de dispositifs cryptographiques, prise de calcul d'empreintes, etc. Donc là, il y en a qui mériteraient d'aller en révision. Il y en a 32% quand même qui ont répondu vrai. Troisième question. Alors, un fichier PDF est non modifiable, l'intégrité est donc garantie. Bon, en majorité, vous avez répondu faux. Effectivement, un PDF, vous le savez tous, c'est juste un format, c'est modifiable. Vous confirmez, Jonathan, Hervé ? Oui, tout à fait, ça se modifie. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut renforcer derrière la composition du PDF par une signature électronique avant d'injecter dans le SAE. Donc oui, je vous confirme qu'un PDF, ça se modifie avec plein d'outils qui sont accessibles gratuitement en ligne d'ailleurs. Il n'y a donc pas de conformité légale avec un fichier PDF et ça ne garantit absolument pas la valeur probante dans le temps. Donc là, il y a 10% en classe de révision aussi. Et puis, dernière question. Ah, alors là, on a dit 50-50. La signature électronique est une preuve suffisante en cas de litige. Eh bien, il y en a qui ont répondu, la moitié a répondu vrai. Eh bien, c'est faux. C'est absolument faux. Pour qu'un document nativement électronique soit recevable juridiquement, les conditions de signature sont évidemment essentielles, mais toute signature électronique est associée à un certificat dont la durée de validité est en général de 2 à 3 ans maximum. Et donc, si au moment de la signature, on sait que le certificat utilisé pour signer est valide, c'est-à-dire non échu et non révoqué, eh bien cette vérification n'est plus possible lorsque l'on dépasse la durée de validité du certificat. Et donc là, on se retrouve face à un problème. Donc la signature électronique seule ne suffit pas. Vous êtes d'accord ? Oui, absolument.
En même temps, vous n'avez pas le choix. On n'a pas le choix. Sinon, on va en révision. Donc, Voilà. Bon, écoutez, alors tous ceux qui ont fait des fautes, écoutez, on viendra vous voir à la fin du 45 minutes. En attendant, je vais débrancher tout ça et je vais laisser Jonathan. Et je vais me pousser. Le temps passe. Voilà, donc l'idée peut-être au départ, Jonathan et Dominique, c'est de nous présenter un petit peu vos deux entreprises que les gens qui sont ici ne connaissent pas forcément. Dominique, je te laisse présenter Infotel rapidement. Alors, juste quelques mots. Je vais essayer d'être bref pour présenter Infotel. Donc, le logiciel dont on va vous parler aujourd'hui s'appelle ArcSys. ArcSys a été commercialisé pendant plus de 10 ans sous la marque ArcSys Software, d'où le fait qu'il y ait une confusion tout à l'heure sur mon rôle. En 2021, donc ça fait un an maintenant, il y a eu une fusion entre ArcSys Software et Infotel. Donc maintenant, c'est sous la marque Infotel que vous retrouverez ce logiciel. Infotel a toujours été éditeur de logiciels, ceci depuis 1979. Voilà. Le logiciel est développé en France, à Toulouse, et on a beaucoup de références, on va le voir, mais on a beaucoup d'expérience surtout en matière de développement logiciel, où on a également des partenariats mondiaux, notamment avec IBM par exemple. D'un point de vue référence, c'est mon deuxième et dernier slide. Le premier groupe en haut, c'est des références on-premise. Donc, nous avons commencé à commercialiser ce logiciel en 2006. C'est vrai qu'à l'époque, on parlait de on-premise. Donc, je vous montre ici que les logiciels qui répondent à la promesse du titre de la conférence, c'est-à-dire des clients qui ont plus d'1 milliard d'archives. Notre plus gros client en on-premise a aux alentours de 8 milliards d'archives. Donc vous avez ici soit des clients qui ont des gros, qui sont gros en termes de nombre d'archives, soit en termes de volume. Au niveau mode SaaS, et nous avons fait un choix. Nous sommes éditeurs de logiciels, nous tenons à le rester, et c'est toujours difficile pour un éditeur de logiciel d'avoir à commercialiser du mode SaaS. Parce que pour faire du mode SaaS, il faut faire de l'hébergement, il faut faire de l'exploitation, et un éditeur de logiciel n'est pas forcément armé pour faire de l'hébergement et de l'exploitation. Donc le choix que nous avons fait, nous, c'est de trouver des clients partenaires, en quelque sorte, qui portaient notre offre SaaS. Donc vous voyez 3 noms en dessous, une référence en Belgique, Smals, une référence en France, DataOne, et une référence au Luxembourg, Lab Group. Nous avons fait le choix donc de faire porter nos solutions en mode SaaS par ces clients. Donc DataOne va en parler aujourd'hui. Voilà. Donc c'est là qu'on intervient effectivement. Hervé, un mot hyper rapide sur la présentation de l'entreprise. Effectivement, quelques chiffres clés sur le groupe Diffusion Plus. Donc DataOne est une filiale du groupe Diffusion Plus. Nous consolidons 125 millions d'euros de chiffre d'affaires, 750 clients et 850 collaborateurs. Nous sommes un groupe industriel français spécialisé dans le document sortant, dans la production de documents sortants. Donc vous avez sur ce slide les différents pôles d'activité avec la partie conseil et solutions qui pèse 20 millions d'euros, la partie marketing direct 35 millions, la partie optimisation postale à 5 millions et la partie DataOne, DocOne, donc l'éditique de gestion pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, 65 millions d'euros. Et c'est là où nous avons implanté la solution d'archivage électronique. 7 sites de production et aussi une évolution vers le digital avec 6 Digital Factories aujourd'hui, puisqu'il y a un vrai enjeu d'évoluer et d'accompagner nos clients vers les technologies digitales.
Alors quand vous parlez d'interaction client, justement, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, interaction c'est toutes les interactions clients, c'est tous les volumes qu'on va sortir, que ce soit des volumes papier, email, SMS, vidéo personnalisée, et bien évidemment la partie archivage électronique qui pèse aujourd'hui 600 millions de documents électroniques archivés dans la solution, et c'est vers le milliard qu'on veut aller. Et c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors justement, on a parlé effectivement d'être en route pour le milliard de documents archivés. Le chiffre est évidemment très accrocheur à ses vendeurs pour une conférence, mais l'objectif derrière ce chiffre et cet enjeu, c'est surtout d'essayer d'identifier les usages qui vont nous permettre d'y aboutir. Et pour ça, on a identifié 3 grands usages qu'on voulait partager avec vous, 3 grands enjeux dans lesquels le groupe Diffusion Plus DataOne et son écosystème client intervient au quotidien pour les accompagner dans des solutions d'archivage. La première, elle est gérée assez stratégique pour les grandes entreprises que tu évoquais tout à l'heure, Dominique, qui sont historiquement sur un modèle on-premise avec des infrastructures internes, des licences, des équipes d'infogérance. Aujourd'hui, on est dans une séquence assez importante de migration, de transformation de ce modèle, où aujourd'hui ces grands donneurs d'ordre commencent à réfléchir à une logique SaaS avec un enjeu de migration en passant d'un modèle qu'on appelle un modèle CAPEX financièrement, c'est-à-dire un modèle économique qu'on va mettre beaucoup d'argent sur la table pour monter ces infrastructures. Et ben, l'objectif, c'est de s'adresser à des éditeurs comme Infotel et des intégrateurs comme DataOne pour fournir un service en mode SaaS. Et aujourd'hui, on est sur des projets au-delà de la centaine de millions de documents où ces grands donneurs d'ordre commencent à réfléchir à un turn de modèle assez important, notamment dans l'énergie, les utilities ou les télécoms. Le deuxième enjeu qu'on adresse, Eric l'évoquait en début de conférence, c'est cette notion de digitalisation des interactions clients où sur un processus de souscription, un processus SAV quelconque ou quelque interaction digitale, de plus en plus, nous faisons appel à une brique de conservation, un module de conservation sous forme d'archivage physique qui va s'intégrer dans le parcours documentaire, dans le parcours client, parce qu'à un moment donné, on va devoir exposer un document, uploader une pièce et effectivement la brique d'archivage va être essentielle à l'animation du parcours client. Et enfin, le troisième enjeu, toujours évoqué par Eric en introduction, c'est la mise en conformité. Cette mise en conformité autour de la copie fidèle, de l'archivage légal, de la facturation électronique, ça vient bousculer les organisations existantes, ça vient bousculer les usages qu'on appelle des usages de case management, c'est-à-dire de gestion de dossiers clients en bon français. Et aujourd'hui, avec l'archivage électronique, on va être en capacité d'anticiper cette réglementation et de créer une nouvelle expérience utilisateur qui va apporter un traitement de bout en bout digitalisé ou hybride en l'occurrence. Donc voilà les enjeux qu'on va décliner ensemble. On va se projeter avec Hervé, notamment au travers de cas clients que nous allons vous présenter. Premier cas client, c'est un cas client lié, Hervé, à un enjeu de migration sur un secteur de l'énergie où un opérateur historique a décidé de passer d'un modèle interne à un modèle totalement externalisé sur des milliards de documents. Complètement. Et c'est vraiment la raison première pour laquelle nous avons investi dans la solution SAE. C'est pour répondre à ce type de problématique d'un client qui avait une solution en interne qui a décidé de l'externaliser. Là, on est vraiment sur un enjeu de volume. On est vraiment sur des capacités d'injection rapide pour faire une reprise de l'existant. Et donc, la réponse, c'était vraiment de mettre en place une infrastructure dédiée à ce client-là, avec vraiment des enjeux de temps de réponse, des enjeux de consultation, et puis toute la partie donc, des chiffres clés, une reprise d'historique, une injection quotidienne importante, des consultations qui sollicitent énormément l'infra, un taux de disponibilité très important, puisqu'il y a autant les clients que les équipes internes qui vont se connecter sur la solution. Donc, on est sur vraiment un enjeu de volume. La valeur et le ROI, évidemment, ce projet il s'est fait parce qu'il y avait un ROI important au niveau financier, donc 1,5 million d'économies par an aujourd'hui en passant dans un modèle SaaS, et puis une transformation complète du modèle chez le client. Et comme le disait Jonathan, on a un certain nombre de donneurs d'ordre grands clients qui commencent à avoir cette réflexion d'externaliser à l'extérieur la partie archivage.
Alors, une petite illustration de la mise en place de ce projet. Donc, comme je l'expliquais, c'est sur un opérateur d'énergie historique. On a eu effectivement une construction de projet assez challengeante puisqu'on a dû construire une infrastructure en cloud privé dédiée à ce client. On a eu une interface avec le SI très importante puisque nous avons développé une vingtaine de connecteurs qui viennent collecter du document et de la donnée sur l'ensemble du système d'information de ce client. Et puis, tu l'as dit Hervé, un gros enjeu de migration puisque en quelques semaines seulement, il a fallu reprendre 10 années d'archivage. On parle de plusieurs centaines de millions de documents. Donc toute cette construction s'est faite en mode sprint avec bien sûr les bons indicateurs disponibles autour de reporting puisque un des enjeux importants lorsque vous êtes en mode SaaS, c'est bien sûr la transparence et l'analyse de vos KPI en temps réel. Point clé, ça c'est très important, on a la possibilité derrière ces solutions d'archiver tout format de document. Et quand on parle de digitalisation, Eric parlait notamment de la signature vocale, notamment sur les phases de souscription. On est déjà sur cet enjeu avec cet opérateur puisque vous avez vu, tous les formats sont gérés, notamment la notion de signature vocale ou de format totalement digitalisé. Le point important, c'est que le SAE aujourd'hui devient un espace qui va permettre de donner des accès à différentes entités au sein de l'entreprise. Des distributeurs, des portails de vente externes sur les distributeurs qui commercialisent les abonnements, mais également les clients finaux. Et ça aussi, c'est un point très important puisque derrière la solution d'Infotel, nous avons eu immédiatement une demande de venir interfacer un système d'archivage électronique avec l'espace client et même l'application mobile B2C. On parle de plusieurs millions de clients qui viennent via le cloud privé que nous avons monté, attaquer le SAE pour télécharger un document, consulter une facture, interagir sur une facture dans un espace client qu'on va appeler le self-care de cet opérateur d'énergie. Donc voilà un usage très, je dirais, illustratif de ce qu'on est en capacité de faire avec la solution Infotel et bien sûr nos infrastructures et nos équipes de développement informatique pour transformer un modèle de l'un des premiers opérateurs énergéticiens quand il s'agit de transformer son SAE depuis de l'interne vers un modèle SaaS cloud privé complet. Alors, une question à propos justement des économies réalisées. Ces économies, donc de 1,5 million d'économies par an, elles se font juste par le changement d'affectation CAPEX, OPEX, ou elles se font aussi parce que, à d'autres points de vue, elles sont où les économies ? Alors, il y a différents vecteurs d'économie. Le premier vecteur, c'est bien sûr une transformation de modèle parce qu'un grand opérateur d'énergie en 2020, il considère que c'est plus son métier d'archiver, qu'il n'est plus compétitif, qu'il n'a plus les moyens d'entretenir des équipes d'infogérance autour d'une compétence qui n'est plus la sienne. Donc bien sûr, il y a un volet d'économie extrêmement important. L'autre vecteur d'économie, et elle est essentielle, c'est sur la performance de l'applicatif. Puisqu'on a complètement fait pivoter le modèle, puisque le coût, en l'occurrence, le modèle économique est basé sur un coût à l'injection. Et là, plus vous êtes performant dans la compression des documents, moins le coût d'utilisation du SAE est important. Et c'est là où l'opérateur d'énergie a eu un levier économique extrêmement important. C'est vrai, quand on voit les chiffres, 1,5 million par an, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et c'est du bas de page. Je voudrais juste, tant qu'on est sur les chiffres, je voudrais juste faire souligner ce que je disais tout à l'heure avec Hervé sur le nombre de consultations par jour du système d'archivage, puisque, comme je l'expliquais, ce système est interfacé à l'espace client de cet opérateur d'énergie. Encore une fois, c'est l'un des opérateurs d'énergie historiques. Donc, c'est plusieurs millions de clients qui sont susceptibles de se connecter. Et là, on a constaté en moyenne 100 000 consultations par jour de ces clients B2C qui viennent appeler pour télécharger un document, visualiser, interagir avec un document, ce qui démontre la robustesse de l'infrastructure et la performance applicative du logiciel. Parfait, merci. Un autre exemple, certainement ? Oui, alors, Hervé. Effectivement, un deuxième cas qui n'a rien à voir en termes de volume. On n'est plus du tout dans la problématique d'injection de masse, mais on est sur la gestion d'un dossier de preuve où on va produire pour le compte de ce client-là des courriers recommandés ou des lettres qui ont un caractère réglementaire. Et il faut injecter au final ces courriers dans une solution d'archivage à valeur probatoire. Donc on va aussi avoir
plusieurs briques qui vont être mises en place, donc la partie production éditique, la partie numérisation des PND, des AR et injection de tout ça dans le SAE pour constituer un dossier de preuve avec un processus de copie fidèle. Donc là, on est vraiment dans un enjeu réglementaire. Alors vous le voyez, au niveau des volumes, ça n'a rien à voir avec les volumes vus précédemment, puisqu'on est sur grosso modo 2 millions de courriers, 150 000 recommandés par an, et un stockage qui, en termes de poids, est beaucoup moins important. Par contre, l'enjeu, il est vraiment de pouvoir donner une preuve à un moment donné s'il y a une problématique juridique avec un client final. Donc là, c'est des documents papier qui ont été numérisés. Oui, tout à fait. Documents papier qui sont produits, injectés dans le SAE et les retours des recommandés, des PND qui sont conservés dans le SAE. Juste le gain, suppression de l'archivage physique, qui est un enjeu aussi important puisque la solution d'archivage électronique permet de supprimer complètement l'archivage physique. Si on va un petit peu plus loin dans le déroulé de ce use case, donc tu l'as dit, on est vraiment sur du courrier réglementaire et on est véritablement sur un applicatif critique pour une grande banque ou une grande compagnie d'assurance. Là aussi, point clé, c'est là où nous intervenons de manière assez performante avec nos clients, c'est qu'on va toujours collecter beaucoup de données auprès des différents SI pour pouvoir alimenter cette chaîne de composition et de gestion documentaire circulante, puisque comme tu l'expliquais Hervé, on va produire du document et on va en retour créer une chaîne de numérisation sur les normes de copie fidèle et d'archivage légal pour rentrer dans une stratégie zéro papier. Bien sûr, cette stratégie s'appuie sur une brique d'archivage électronique avec le SAE ArcSys Infotel. Point important, comme on est sur du réglementaire, il y a aussi une notion d'habilitation du système. On va avoir une notion assez fine des droits d'utilisation, des droits de visualisation et d'édition des documents. Ça produit tous les jours. Tous les jours, on va produire des courriers de remédiation, des courriers de recouvrement, etc., etc. Et ensuite, on va pouvoir collecter l'ensemble des preuves qui permettent de justifier au nom du groupe bancaire ou de la compagnie d'assurance du fait qu'elle a bien respecté ses obligations légales de communication. Donc ça va être le courrier sortant, l'éventuelle réponse, un bordereau de dépôt, etc., etc. Bien sûr, tout ça est archivé selon les durées légales en vigueur. On a à peu près 1000 utilisateurs, différentes entités bancaires, des back-office, des middle-office. On va même jusqu'aux agences bancaires, ce qui au total amène à une estimation d'environ 100 000 consultations par an de cet applicatif. La clé, c'est qu'on rentre dans un processus certifié de bout en bout. Donc on a évidemment des gains assez forts, suppression complète de l'archivage physique, des gains également sur la consultation et la sortie d'archives. Et puis bien sûr, on a un processus certifié, conforme aux obligations réglementaires d'une grande banque ou d'une compagnie d'assurance en l'occurrence, certifié de bout en bout en termes de communication et de retour d'informations, puisque ensuite on va être en capacité au niveau de la compagnie d'assurance de justifier de la bonne émission de la communication au travers d'une sortie d'archives qu'on fera via l'applicatif. Et là, dans ce cas précis, la motivation première de la compagnie d'assurance, c'était quoi? Gagner en efficacité ou supprimer vraiment l'archivage physique? Ou les deux en même temps. Les trois même, je dirais. La première, c'est de répondre à une obligation réglementaire, puisque sur ces types de communication, les banques doivent trouver des moyens de démontrer leur capacité à automatiser et à s'assurer que 100% des clients éligibles à un processus de remédiation, en l'occurrence type loi Eckert, que tous ces clients ont bien été traités dans le délai imparti et imposé par la réglementation. Et puis évidemment, avantage sur la suppression d'archives physiques, gain sur le partage du document et l'optimisation de la sortie d'archives. Très bien. Un dernier cas alors qui est complètement différent des deux autres, puisque là on est sur une chaîne qui est complètement dématérialisée. On ne produit aucun flux papier avec ce client-là. C'est une solution pour dématérialiser des factures. Alors dans un mode EDI également, on a mis en place une chaîne EDI et on envoie les factures au format PDF par email. Et il fallait évidemment en fin de chaîne pouvoir archiver ce document et donc l'injecter dans un SAE. Donc là on fait composition des documents, envoi par email, chaîne EDI, signature électronique et archivage légal pour pouvoir permettre à cet opérateur d'avoir une solution complète.
L'intérêt par rapport à cette opération, c'est qu'on traite 5 filiales européennes. Donc les enjeux de volume ne sont pas énormes, mais on était très intéressés par ce dossier parce que, encore une fois, ça montre l'évolution que l'on a d'un opérateur qui vient du print et qui va vers le monde du digital. Et encore une fois, dans ce cas-là, le système d'archivage électronique prend toute sa valeur et prend toute sa place. Centralisation de toutes les données de facturation et ici unique en mode SaaS pour la gestion documentaire complète de ce client. Oui, c'est effectivement un projet qui est assez intéressant et stratégique puisque, comme l'évoquait Eric en introduction, c'est une réponse concrète, pragmatique et unifiée à la problématique de la réglementation de la facture électronique qui arrive en 2024 et qui est en fait l'équivalent de ce qui se passe à peu près partout en Europe où aujourd'hui les opérateurs vont devoir s'équiper. Là, en l'occurrence, il s'agit effectivement d'une société qui propose des services autoroutiers. En fait, c'est des badges télépéage, hein, pour faire simple, qui sont... et là, en fait, on adresse les gestionnaires de flotte, les grands transporteurs, et donc on est vraiment B2B cette fois-ci, et donc totalement intégré à la problématique de facture électronique. Si on déroule ce business case rapidement, et on va retrouver tous les éléments évoqués par Hervé, hein, le sujet principal, c'est cette mise en conformité, et c'est pour ce client de se doter d'un système d'information autour de la facture électronique qui est centralisé sur 5 de ces filiales, avec évidemment un enjeu de récupération, d'homogénéisation, de formatage des données à l'échelle de 5 pays pour pouvoir adresser la composition et la génération de toutes ces factures sur un format pivot qui est le format PDF, qui va être signé électroniquement, permettant d'avoir une certification de la facture. Et puis bien sûr, tu l'as dit Hervé, de pouvoir également proposer en complément du PDF un flux de type EDI qui va devenir réglementairement obligatoire. Point important qu'on n'a peut-être pas souligné, c'est que cette plateforme permet de gérer les sortants comme les entrants. On parle bien des factures sortantes, mais également des factures fournisseurs. Donc en fait, on a créé tout un écosystème dédié au back-office de facturation pour cet opérateur. On a 10 ans d'archivage, grâce à la plateforme Infotel et 10 ans d'archivage avec cette notion de clôture comptable. Pour l'expérience utilisateur, donc c'est 300 factures électroniques, c'est pas beaucoup, mais c'est des factures très complexes avec des flottes très importantes, beaucoup de contenu et beaucoup de données. Et puis on en émet 3000 qui sont à destination des clients de cet opérateur. On ne l'a pas évoqué, mais tous nos systèmes d'archivage proposent des modules de recherche, de requêtes multicritères. C'est un élément important aujourd'hui qui va être très demandé par nos clients. Et puis bien sûr, on l'a expliqué, mais ça a été la clé du projet, c'est qu'on a été en capacité de proposer un service de support, de gestion de la facture électronique avec le support du système d'archivage électronique sur l'ensemble de ces 5 pays. C'était l'enjeu majeur du projet, puisqu'il y avait un enjeu d'unification de cette plateforme. Alors là, moi j'avoue, je n'ai pas compris une chose. C'est une plateforme adossée à un SAE ou c'est un SAE tout seul qui gère tout? Alors moi j'aime bien cette notion de plateforme pour ce projet. Je ne sais pas ce que tu en penses Hervé, hein, mais pour moi c'est une plateforme de gestion de documents entrants-sortants dédiée à la facture sur différents formats, PDF, EDI, qui à un moment donné du processus fait appel à une brique d'archivage. D'accord. C'est exactement ça l'idée, hein. C'est l'association de plusieurs briques qui nous ont permis de répondre aux besoins du client. Ok, je comprends. Ce qu'on souhaitait également illustrer, c'est que ce qu'on a vu au travers de ces 3 clients, je pense en fait, on est assez convaincu qu'on est en train de redéfinir ensemble, avec les éditeurs, avec les clients, les grands donneurs d'ordre, mais également du fait de ces nouvelles normes, de ces nouvelles certifications, on est en train de redéfinir les usages et les bonnes pratiques du traitement d'un dossier client. À titre d'illustration, aujourd'hui, on l'a vu avec la copie fidèle, on est en capacité de proposer des solutions totalement intégrées. Eric parlait tout à l'heure de la différence entre l'AGED et le SAE. Bien sûr qu'il y en a une. Et je dirais l'intérêt, ça va être de les combiner notamment sur les stratégies zéro papier, puisqu'on voit bien que sur une chaîne de numérisation copie fidèle, avec de l'AGED, avec des IHM appuyés par un SAE, on est aujourd'hui en capacité de proposer des stratégies zéro papier.
et de mettre à disposition des opérateurs de back-office, des opérateurs y compris au niveau des agences bancaires, des agences dans les compagnies d'assurance, de proposer de déporter un certain nombre d'interfaces qui vont directement interagir entre GED et SAE. Et pour nous, ça va être une des clés qui va permettre de redéfinir ces usages. Et pourquoi on y arrive? On y arrive parce qu'on pense avoir choisi le bon partenaire pour le faire, et ces use cases, je crois, l'illustrent, puisque Hervé, le choix de la technologie Infotel a été un choix stratégique pour DataOne. Oui, ça a été un choix stratégique, et quand on regarde les illustrations que nous venons de présenter, on s'aperçoit que, encore une fois, d'un schéma de base qui était l'archivage de masse, dans l'évolution de notre marché, dans la transformation digitale qu'on est en train de rencontrer avec nos clients, on s'aperçoit que le système d'archivage électronique devient une brique essentielle qui prend toute sa place dans la galaxie des solutions qu'il est intéressant de proposer à nos clients. Donc ça, c'est aussi le choix de la solution qui nous permet ça. C'est le travail commun qu'on a avec notre partenaire qui nous permet d'adresser ces stratégies-là et d'être performants et de proposer des solutions gagnantes à nos clients. Alors ces solutions gagnantes, si on se projette sur le futur, nous on voit 3 types de solutions sur lesquelles on va beaucoup investir en temps, en énergie, en effort et en force de conviction, on l'espère, pour que nos clients nous suivent. Le premier axe, c'est qu'on pense que en complément de toutes nos plateformes qu'on évoquait, la plateforme de production de factures, mais plateforme de gestion de documents au sens large sortant, on est aujourd'hui en capacité de proposer un SAE pour la conservation de long terme de toutes les communications sortantes que l'on produit, qu'elles viennent de nos usines physiques ou de nos usines digitales. Désormais, derrière l'ensemble de nos productions de documents sortants, print, email, mobile, EDI et même voix, on l'a dit, ouais. On est aujourd'hui en capacité, avec le système d'archivage Infotel, de proposer un écosystème complet qui va permettre une conservation à long terme des communications sortantes. Ça, c'est le premier axe et on a énormément de potentiel dessus puisque tous nos clients sont éligibles. Le deuxième axe, c'est sur la production de documents entrants et de plus généralement la production de dossiers clients, soit par numérisation, soit sur une problématique de case management complet. Et là, le SAE, pour nous, va être le pilier des stratégies zéro papier, puisque avec les processus de numérisation de copies fidèles, avec nos outils de GED, avec nos outils de compression et avec nos workflows, on va être en capacité d'accompagner des grands donneurs d'ordre de la banque, de l'assurance, des telcos, des utilities, dans des stratégies zéro papier qui va être un enjeu majeur de toute la gestion des dossiers clients et du traitement de documents entrants. Et enfin, dernier axe et non des moindres, c'est que le SAE va venir de plus en plus dans des approches full digital. On est encore sur les stratégies hybrides, comme vous l'avez vu dans les deux premiers exemples. Nous pensons aujourd'hui que le SAE va être une brique essentielle au service de l'UX, de l'expérience utilisateur, puisqu'aujourd'hui, l'information sur le SAE, je dirais, c'est là où on a la mine d'or de toutes les entreprises. Le patrimoine documentaire, le patrimoine de relations clients des entreprises, il est aujourd'hui au sein des SAE. Et c'est pour ça, à l'image de ce qu'on a présenté sur le premier cas client, où j'expliquais que l'opérateur d'énergie avait directement connecté le SAE avec son espace client et son application mobile, on pense que ça va être un schéma gagnant qui va permettre de proposer des services transactionnels en ligne, de consultation d'édition de PDF, d'upload de pièces, de e-signature, de paiement, de lettres commentées, de messaging, de contractualisation, etc., etc. Et si on veut proposer de plus en plus de services en ligne sur les applications mobiles, sur les self-care, les espaces clients, vous ne pourrez pas le faire sans un SAE performant. Ça a été l'illustration du premier cas client. Donc, si on conclut cette intervention, la vision cible de DataOne, de notre partenariat avec Infotel et de là où nous essayons d'amener nos clients, c'est évidemment de nous positionner, nous, comme un opérateur de services numériques qui délivre des parcours documentaires qui sont en phase avec les enjeux de transformation digitale, mais bien sûr dans le respect des exigences de sécurité et de conformité
dans un environnement réglementaire de plus en plus exigeant, de plus en plus évolutif vers ces nouvelles normes qu'on évoquait en introduction de la conférence. Écoutez, merci à tous. Vous voyez qu'on peut parler d'archivage électronique sans s'enquiquiner, avec des exemples parlants et intéressants. Donc finalement, je crois que vous avez tous besoin aujourd'hui d'un SAE, j'imagine. Hein. Donc, je crois. Donc si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Des questions autour des cas, des usages. N'hésitez pas. Vous levez la main, je vous apporte un micro. Si vous n'en avez pas, vous viendrez nous voir pour les heures de rattrapage pour les mauvaises réponses au début. Pas de questions, donc c'est que tout a été parfaitement clair. Vous pouvez peut-être retrouver les interlocuteurs. Voilà, pour ceux qui voudraient prolonger la discussion, nous sommes présents sur le stand B72. Nous serons heureux de vous recevoir. Merci. Un grand merci pour votre écoute. Merci à tous. Merci. Au revoir.